Bonsoir. Merci à François Isquin de m'avoir invité. Il faut bien comprendre que le geek de 2025 fera plus de biologie que d'informatique. La grande révolution geek du XXIe siècle, elle n'est pas sur l'Internet mobile. Elle est sur la technomédecine. Elle est sur les applications médicales des technologies NBIC. Nous rentrons dans une phase de fusion des technologies avec le vivant, avec la médecine, ce qui va avoir des conséquences vertigineuses d'un point de vue technique, médical, mais aussi politique, philosophique, et on va le voir, géopolitique. Le XXIe siècle sera le siècle du vivant, mais d'un vivant modifié par la convergence NBIC, qui sont des technologies qui vont très vite, vous le savez bien, et nous ne sommes pas du tout préparés au choc, au tsunami technologique qui s'annonce. Ce qu'on appelle la technomédecine, c'est donc la fusion de la médecine traditionnelle avec les technologies NBIC. Et je voudrais essayer avec vous de voir entre les utopies technologiques et la science-fiction où va, au XXIe siècle, se situer la médecine réalité. Les technologies NBIC, vous les connaissez tous, je ne reviens que brièvement là-dessus. C'est la fusion des nanotechnologies, technologies qui permettent d'agir au niveau du milliardième de mètre, qui est justement l'échelle du vivant, l'échelle des constituants cellulaires. Biotechnologie, le B, et notamment la génomique, qui est déjà une science qui se déploie à une vitesse exponentielle. I, l'informatique, et puis C, la cognitique, c'est très important, c'est-à-dire les sciences du cerveau et l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut oublier les robots humanoïdes des mauvais films de science-fiction des années 50 et bien comprendre qu'il existe déjà une intelligence artificielle sur Terre, certes embryonnaire, certes dépendante des hommes, et cette intelligence artificielle, c'est Google. La convergence NBIC va nous permettre d'agir au cœur des constituants cellulaires. Vous avez là le comportement de l'ARN messager et des cellules et des constituants qu'on appelle les ribosomes qui permettent de fabriquer les polypeptides à partir du code génétique. Les nanotechnologies vont nous permettre progressivement de décrypter le vivant à l'échelle du nanomètre et de bricoler le vivant. Nous sommes à la phase de transition entre aujourd'hui et 2025 où nous terminons le décryptage du vivant et nous rentrons dans le bricolage du vivant. Lire le code génétique, comprendre le fonctionnement cellulaire est quelque chose de déjà significatif. Modifier notre identité biologique, notre identité génétique, est quelque chose dont les conséquences politiques et philosophiques est bien évidemment beaucoup plus important. La révolution NBIC se compare à ce qui s'est passé vers 1890, quand sont arrivées les technologies aéronautiques, le téléphone, l'automobile, l'électricité et la chimie. C'est une révolution structurelle et convergente, mais à la différence de l'aéronautique, du téléphone et de l'électricité, le sujet n'est pas la matière inanimée, le sujet c'est la matière vivante, le sujet c'est l'homme. Et nous allons progressivement devenir des êtres prototypes en version bêta, modifiés par la technologie. Le fantasme transhumaniste, c'est-à-dire de vouloir modifier notre identité biologique, va devenir, au cours de ce siècle, une réalité médicale. Je voudrais vous dire de façon synthétique quelques mots au sujet de la dynamique de la technomédecine. La technomédecine, elle a 8 grandes facettes. La première, c'est que ces technologies sont exponentielles. Elles se comportent comme la loi de Moore, un petit peu plus vite que la loi de Moore, mais elles se comportent comme la loi de Moore. Il s'agit donc de lois hyperboliques, ce qui induit une imprévisibilité. On va le voir tout à l'heure, le séquençage de l'ADN est en train de se banaliser, et vous serez tous séquencés d'ici 2020 dans cette salle. En 1990, 100% des scientifiques pensaient qu'il était impossible de jamais pouvoir séquencer la totalité des 3 milliards de bases chimiques de nos chromosomes, de notre ADN. Ce qui était impossible est devenu possible
est en train de devenir une commodity économique, une banalité, et demain le pivot du système de santé. La deuxième facette importante, c'est que le data mining, le big data, rentre dans la santé. Rentre dans la santé et va prendre une part de plus en plus importante de la valeur. En 2025, le data mining sera plus important et sera plus valorisé que le stéthoscope. C'est le déclin du pouvoir médical qui s'annonce. Bien sûr, les algorithmes génétiques, le big data appliqué à la santé est principalement situé entre Seattle et puis San Diego, où sont les industries de séquençage ADN, en passant par la Silicon Valley, bien sûr, où beaucoup de startups sont dans un rayon de 5 à 10 km, de startups biotech, dans un rayon de 5 à 10 km autour de Mountain View, autour de Google. Des infomédiaires californiens vont prendre le pouvoir de plus en plus largement dans l'organisation du système de santé. La quatrième conséquence de cette technomédecine, où nous allons, notamment grâce au séquençage ADN, connaître nos prédispositions très précocement, parfois et souvent même avant de naître, pas nous, mais les générations d'après, c'est que nous avons une modification radicale du cycle économique, médico-économique. L'exemple le plus célèbre est celui d'un geek bien connu. Sergey Brin, le cofondateur de Google, s'est fait séquencer par 23andMe, qui est la filiale génétique de Google. Oui, Google fait de la génétique. Il s'est fait séquencer et il a découvert en 2010 qu'il était porteur d'une mutation du gène LLRK2 qui lui donne 3 chances sur 4 de faire une maladie de Parkinson. Ce qu'il aurait dû découvrir en 2047, le jour des premiers tremblements, il l'a appris en 2010. Cette anticipation du risque modifie bien sûr l'organisation du système de santé. Autre point fondamental, concernant quelque chose qui me touche en tant que chirurgien, et sans doute moins vous en tant que principalement entrepreneur et informaticien, c'est que le pouvoir médical va être profondément redistribué. Les médecins vont perdre le pouvoir médical. Le médecin est habitué à soigner les gens avec sa bite et son couteau et éventuellement une feuille Excel A4. Éventuellement. Le big data et les ordinateurs hexaflop, le data mining ne sont pas vraiment l'univers dans lequel les médecins ont été formatés. Mais cette santé technologique, elle a des conséquences qui vont au-delà du système de santé. Il y a des externalités importantes, comme on dit en économie, c'est-à-dire que, par exemple, de modifier à l'échelle individuelle notre génome a des conséquences sur l'espèce. Et c'est ce qui va fonder ce que j'appellerais la biopolitique, c'est-à-dire la politique du vivant. Comment allons-nous réguler notre pouvoir sur nous-mêmes? Quels sont nos droits sur les générations futures? Avons-nous le droit de modifier notre ADN? Avons-nous le droit de modifier ce que sera le futur de l'espèce humaine? Et qui va encadrer ces droits-là? Et qui va assurer la cohérence de cet encadrement à l'échelle mondiale? La question est totalement ouverte. Tout cela est bien sûr vertigineux, a des implications philosophiques importantes, et nous n'avons pas fini d'y réfléchir. Notre pouvoir illimité sur notre nature biologique ne sera pas sans conséquences philosophiques. Dernier point, ces technologies pourraient devenir des instruments de puissance. Une géopolitique technomédicale va probablement émerger. Les Chinois ont lancé récemment un grand programme de séquençage des surdoués, au-dessus de 160 de quotient intellectuel. Pas seulement en Chine. Ils ont notamment séquencé pas mal des principaux ingénieurs de Google, ceux à plus de 160 de QI. Leur objectif avoué est un objectif de recherche des déterminants génétiques de la grande intelligence. Et on peut penser que certaines nations conquérantes au XXIe siècle essaieront de produire plutôt moins d'ouvriers agricoles et de jardiniers et plus de Bill Gates. Nous ne pouvons pas exclure, et dans nos pays nous avons oublié que la guerre et les conflits entre pays existent, nous ne pouvons pas exclure que demain, il y ait une volonté de puissance au travers des technologies NBIC. Donc la géopolitique de demain pourra intégrer ces technologies.
Aujourd'hui, il y a 3 grandes vagues technologiques qui sont issues des technologies NBIC qui arrivent. D'abord, l'hybridation de nos organismes avec des composants électroniques. Ça a commencé un petit peu avant la vague NBIC, avec les premières implantations dans le crâne des enfants sourds ayant une surdité de perception de circuits intégrés, puis vers 2007, 2008, 2009, dans les troubles compulsifs alimentaires graves, et puis dans les troubles obsessionnels, et dans l'Alzheimer, puis dans le Parkinson, les implants électroniques intracérébraux, puis en 2012, les premières puces électroniques dans la rétine. Puces dans la rétine qui aujourd'hui ont encore une résolution faible, quelques centaines de pixels. On espère atteindre 100 000 pixels vers 2020-2022, et le sujet n'est pas anodin. Je vous rappelle qu'1 sur 3 d'entre nous dans la salle fera une dégénérescence rétinienne liée à l'âge et perdra la vue. Donc nous avons tout intérêt à ce que ces technologies se développent d'ici l'âge où la DMLA se développe. 1 sur 3, c'est beaucoup. Les organes artificiels entiers, et puis la robotique chirurgicale qui se développe tellement vite qu'on peut raisonnablement penser qu'en 2030, le chirurgien sera un spécialiste de bioinformatique, de biomécanique et ne touchera plus un malade. Mais je serai à la retraite d'ici là, donc ça n'est pas très grave pour moi. Deuxième vague technologique, c'est l'ingénierie du vivant. C'est la modification par des technologies biologiques de notre fonctionnement cellulaire. Le premier niveau, c'est l'ingénierie génétique, c'est la modification de l'ADN. Le deuxième, c'est l'ingénierie cellulaire, c'est la régénération des tissus par les cellules souches. Et puis le troisième, c'est l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la réalisation d'un organe entier en associant des matrices de polymères et puis des cellules souches. La première fois où ça a été réalisé, c'est en 2011, où un patient qui n'avait plus de larynx a bénéficié d'un larynx constitué donc de polymères et de cellules souches. Alors ça fait les titres, tous ces sujets-là, de la presse médicale, et notamment Nature, qui est la plus grande revue scientifique mondiale, qui avait fait sa couverture lorsqu'on a pour la première fois réussi à faire en éprouvette une rétine entière à partir de cellules souches. Troisième vague technologique, la nanomédecine, qui elle est plus embryonnaire et qui va se déployer plutôt à partir de 2020. La nanomédecine vise à agir par des micromoteurs, des microcapteurs et des micro-implants à l'échelle de nos cellules. Aujourd'hui, on fait des micro-robots chirurgicaux qui tiennent sur un ongle. Demain, l'objectif est, comme on a réussi à le faire dans le laboratoire de Joachim à Singapour, d'arriver à faire des petits moteurs de 3 milliardièmes, 4 milliardièmes de mètres. Ça, c'est une petite voiture qui bouge et qui fait 3,5 milliardièmes de mètres, donc 3,5 nanomètres. Le premier congrès de nanomédecine s'est tenu en 2012. C'est un champ prodigieux qui va déployer ses effets, pas en 2014, mais 2020, 2030, 2040, et qui va nous donner un pouvoir illimité sur notre nature biologique, là encore. On pourrait multiplier les exemples. Ils sont très nombreux, des avancées récentes. On peut même faire des rétroplanning, comme Philips l'a fait, jusqu'en 2060. Il n'y a qu'une conclusion, même si le timing ne sera pas respecté à 6 mois après, on est bien d'accord. Cet avenir est vertigineux. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu venir? Alors, on ne l'a pas vu venir parce que ces technologies NBIC n'intéressent pas les Européens. Nous préférons nous préoccuper de Florange de Petroplus. Et d'ailleurs, regardez le journal télévisé. Vous avez un quart d'heure avec Montebourg à Petroplus, un quart d'heure avec Montebourg à Florange. Il y a 0 seconde pour les nanobiotechnologies. Les technologies du futur sont absentes des préoccupations des Européens. Au-delà de ça, il y a une autre raison, c'est que jusqu'à présent, nous n'étions pas encore dans une phase de démocratisation des technologies de bricolage du vivant. Nous étions encore dans l'analyse, notamment l'analyse du génome, et on mettait au point les briques dans les laboratoires. C'est une phase où ces technologies n'étaient pas encore démocratisées. Puis le deuxième point, c'est que les biologistes qui ne connaissent pas la loi de Moore n'ont jamais correctement anticipé le rythme de l'évolution technologique. Monod, le grand Monod, l'inventeur de la biologie moléculaire moderne, le prix Nobel, l'un des prix Nobel français les plus célèbres, écrivait en 1970 « La taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais de modifier le génome ». Il faut savoir que les premières manipulations génétiques sur la bactérie ont commencé 5 ans plus tard. Ce qui était à tout jamais impossible a été réalisé 1600 jours après la prédiction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce qui est du séquençage ADN, qui est en train de devenir une commodité, et j'ai mon propre génome sur cette clé USB,
il y a 23 ans, c'était considéré comme impossible, et il n'y avait à l'époque que quelques individus hétérodoxes qui pensaient qu'il faudrait 3 à 5 siècles. En fait, ça a été terminé en 2003. Et je vous le répète, vous serez tous séquencés ici, sauf les technophobes et gens très anxieux, avant une décennie. Les technosciences médicales, elles sont explosives, elles sont exponentielles, et elles vont permettre de faire des choses qui semblaient impossibles dans le passé. On est vraiment en train de découvrir dans le vivant ce qui s'est passé dans l'informatique. Les lois ne sont pas exactement les mêmes que la loi de Moore, mais elles ont une caractéristique commune avec la loi de Moore, c'est le caractère exponentiel de leur déploiement et l'effondrement des coûts. Nos cellules sont très complexes. Vous savez probablement qu'on a 100 000 milliards de cellules chacun, dont 100 milliards de neurones. Chacun de nos neurones a environ 1000 synapses. Donc nous sommes face à une complexité du vivant qui est extrême, mais notre capacité de traitement, notre capacité d'analyse est encore plus rapide. Et je vous le disais tout à l'heure, les lois concernant les NBIC médicales sont des lois qui sont toutes des lois exponentielles. Alors, je ne développerai pas, mais la loi de Metcalfe s'applique parfaitement. Ce qui a été décrit par Chris Anderson sur la longue queue s'applique parfaitement, notamment à la génétique. La loi de Carlson et bien évidemment la loi de Moore qui est le pivot de tout ça. Il est clair que si nous n'étions pas en train de monter très rapidement dans l'échelle flopique, les NBIC médicales n'existeraient pas. Je pense qu'on ne peut pas s'asseoir là. Pour séquencer l'ADN, il faut une puissance teraflopique. Le teraflop n'a été atteint qu'en 1998. Pour encadrer une thérapie génique en toute sécurité, il faut une puissance hexaflopique, c'est-à-dire la fin de notre décennie. Pour analyser le cerveau, pour pouvoir traiter des maladies comme la maladie d'Alzheimer, pour comprendre comment fonctionne le câblage neuronal, il va falloir du zetaflop, c'est-à-dire 1000 milliards de milliards. Intel pense qu'on va y arriver vers 2029. Donc, le vivant est très complexe, mais les outils dont nous disposons ont une puissance extraordinaire, et une puissance qui avance à la vitesse du tsunami, qui suit des lois exponentielles. Je vous rappelle, c'est une banalité pour vous, mais le teraflop qui est nécessaire pour séquencer l'ADN de quelqu'un, ça représentait 9298 Pentium en 1997 et ça faisait un hangar d'un demi-hectare. Aujourd'hui, Night Corners, la dernière puce d'Intel, sortie fin 2011, fait un teraflop et tient dans le creux de la main. Nous sommes à l'an 0 des NBIC médicales. C'est aujourd'hui que ça commence. La révolution technomédicale, elle commence aujourd'hui, entre aujourd'hui et 2015. Les NBIC, c'est un buzzword jusqu'à maintenant. Quelles étaient les vraies applications des NBIC en 2010 ? Il n'y en avait pas. Le premier objet palpable de la convergence NBIC, ce sont les séquenceurs ADN de nouvelle génération. Un généticien séquençait entre 1000 et 5000 messagers chimiques de notre ADN dans une vie entière. Le séquenceur de dernière génération en séquence 50 milliards à l'heure, avec un coût qui a été divisé par 3 millions en 9 ans. La loi de Moore est enfoncée. C'est une baisse de 50% tous les 5 mois, alors que la loi de Moore, c'est une baisse de 50% du coût tous les 18 mois. Le séquençage intégral de nos chromosomes est passé de 3 milliards de dollars, la première fois où on l'a réalisé, à 1000, et nous allons bientôt être à 100 dollars. Et les séquenceurs de 4e génération sont en bêta-test et tiennent sur une clé USB. Le grand expert du coût du séquençage, il y a 5 ans, pensait qu'on n'atteindrait pas les 1000 dollars avant 2022-2025, que ce n'était pas possible. On y est.
La conséquence, c'est que, chose totalement imprévisible, le nombre d'hommes séquencés sur Terre explose. En 2003, il n'y avait qu'une personne qui avait été séquencée, un programme qui avait duré une décennie, mobilisé 22 000 chercheurs et bioinformaticiens et coûté 3 milliards de dollars. 2004, 2005, 2006, il y a un consensus mondial des biologistes pour dire qu'il n'est inutile de séquencer une deuxième personne, qu'on a séquencé une fois une personne, comme on est allé sur la Lune 2-3 fois, mais que ce n'est pas la peine de séquencer une deuxième fois. Puis en 2007, une nouvelle technologie de séquençage arrive. On séquence une deuxième personne, en l'occurrence l'inventeur de l'ADN, Watson. 6 personnes en 2008, on arrive à 8, 100 personnes en 2009. Cette année, on va arriver à 2 millions. Ce qui était considéré comme impossible est en train de se banaliser à une vitesse incroyable. Le tsunami technologique est là. Si le nombre de personnes qu'on séquence explose, c'est parce que le coût du séquençage s'effondre. 3 milliards de dollars en 2003, 1,5 million en 2007, 180 000 en 2008. On est autour de 1000 et, comme je vous le disais tout à l'heure, on va tomber à 100. Alors la génomique permet énormément de choses. Elle nous permet de comprendre comment a émergé la vie sur Terre. Elle nous permet de comprendre comment fonctionne la conscience. C'est la génétique qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre cerveau. On a aussi séquencé des espèces d'hommes disparus comme Néandertal, ce qui est important pour connaître notre filiation. C'est à cette occasion qu'on a découvert que les Blancs et les Asiatiques avaient été métissés avec Néandertal il y a à peu près 70 000 ans, et pas les Noirs. Ça permet bien sûr de dépister des maladies, ça permet de connaître nos facteurs de risque, ça permet de piloter notre parcours de santé dans le futur, c'est-à-dire de réaliser une médecine personnalisée qui n'est plus du prêt-à-porter, mais qui est du sur-mesure, en fonction de nos caractéristiques biologiques et de nos caractéristiques génétiques. Et puis ça permet d'organiser les traitements NBIC qui vont se déployer dans le futur, les thérapies géniques, les cellules souches, etc., etc. Bien sûr, il y a souvent une confusion entre l'hérédité, le déterminisme, la génétique, les prédispositions. Tout ça est compliqué, ça ne se comprend pas en 5 minutes. Et si nous voulons avoir des débats biopolitiques sereins dans le futur, il faudra que la culture générale des gens augmente, et il faudra commencer par les geeks, et c'est vous qui serez les ambassadeurs de la technologie NBIC dans la santé dans le futur. C'est vous, en réalité, même si vous ne le savez pas encore, qui allez rentrer dans ces technologies-là, parce que votre domaine de prédilection et la biologie sont en train de fusionner. Je voudrais vous dire quelques mots des conséquences politiques que j'ai ébauchées tout à l'heure, économiques et éthiques de toutes ces technologies. Conséquences médicales d'abord, le séquençage des tumeurs nous a permis de comprendre l'extrême complexité du cancer et pourquoi il y a tant de cancers qui restent résistants aux traitements traditionnels. À peu près au moment où Steve Jobs commençait à maigrir un petit peu, on a séquencé pour la première fois une tumeur. Depuis, on en a séquencé des dizaines de milliers. Et on a découvert l'extraordinaire complexité de la biologie tumorale. Je vous passe les détails et je ne veux pas vous faire peur, sinon vous pourriez ne pas bien dormir ce soir. Mais on avait une vision très enfantine du cancer. On imaginait que pour chaque type de cancer, il y avait une mutation de l'ADN et qu'on allait trouver des traitements ciblés sur chaque mutation. Puis on pensait en plus que la quasi-totalité de l'ADN ne servait à rien. On ne l'avait jamais séquencé, donc on pensait qu'il était inutile. C'est l'effet réverbère. Ce qu'on ne connaît pas, on pense que ça n'existe pas. Et donc on pensait que 98,5% de l'ADN était ce qu'on appelait à l'époque du junk DNA, de l'ADN poubelle. Alors ce n'est pas du tout de l'ADN poubelle, c'est l'ADN régulateur. C'est un ADN fondamental. Et en séquençant les tumeurs, on s'est rendu compte du caractère absolument crucial de cet ADN que l'on croyait être poubelle. On a découvert que pour bien comprendre une cellule cancéreuse, il faut séquencer au moins 1 milliard de bases chimiques de l'ADN tumoral sur les 3 milliards, et que lutter efficacement contre les cancers allait supposer de faire rentrer la cancérologie dans le big data, ce qui n'était pas exactement l'objectif des cancérologues. Bref,
Sur l'exemple du cancer, on voit à quel point on a une modification du paradigme médical qui pose un gros problème aux médecins, puisque les médecins n'ont quasiment pas de formation en informatique, n'ont aucune connaissance en data mining, n'ont aucune connaissance en big data. Le règne de la big data en médecine a commencé et est en train de commencer au travers de la cancérologie. Quelques mots sur le plan démographique. Ces technologies pourraient progressivement avoir des conséquences démographiques. Notre espérance de vie a déjà triplé. Elle était de 25 ans en 1750. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Le recul de la mort date d'à peu près 1750. Notre espérance de vie a été multipliée par 3 en 2 siècles et demi. Les petits pics, ce sont les guerres, qui en général ont un effet défavorable sur notre espérance de vie, principalement chez les hommes. Dans certaines guerres, il y a quelques victimes collatérales chez les femmes et les enfants, mais c'est quand même plus rare. Aujourd'hui, notre espérance de vie croît de 3 mois par an. Et je le répète, il faut bien comprendre que cela signifie en pratique que quand nous vieillissons d'une année, nous ne nous rapprochons de notre mort que de 9 mois, puisqu'entre-temps, nous avons gagné 3 mois. Si on pouvait chaque année gagner plus de 3 mois, par exemple 12 mois, nous ne mourrions plus. Mais je vous rassure, pour ceux qui ne veulent pas vivre très longtemps, et c'est dommage pour ceux qui vivent très longtemps, ça n'est pas pour demain matin. Plus sérieusement, la question qui se pose, c'est notre espérance de vie est déjà en phase d'explosion depuis 250 ans, on ne s'en rend pas compte, nous avons perdu l'habitude de mourir majoritairement autour de 25 ans. La question qui se pose, c'est demain, comment va évoluer cette courbe? Est-ce que, comme les écologistes le pensent, la méchante mondialisation ultralibérale, les capitalistes, les OGM et le téléphone portable vont faire rebaisser l'espérance de vie? Alors, en tant que geek, je pense que ce n'est pas le paradigme auquel vous vous raccrochez. Est-ce que, deuxième scénario, l'espérance de vie va se stabiliser? Est-ce qu'elle va continuer à monter de 3 mois par an pour arriver à 120 ans à la fin du XXIe siècle? Ou est-ce que les technologies NBIC ne pourraient pas changer le cours de l'histoire en entraînant, dès le XXIe siècle, une croissance exponentielle de l'espérance de vie? C'est une question importante. On aura probablement la réponse à la fin de cette décennie, car à la fin de cette décennie, nous n'aurons pas la réponse pour vivre très longtemps, mais nous aurons une idée du potentiel des outils, et notamment, nous verrons sur les outils qui permettent de modifier l'ADN, qu'on appelle les nucléases, nous verrons quelle est la tronche, quelle est la gueule de l'exponentielle sous-jacente. Et vous voyez bien que, selon la tête d'une exponentielle, au bout d'un siècle, les conséquences sont vraiment très, très, très différentes. Ces technologies vont beaucoup inquiéter, je vous rassure. Moi, je connais quelqu'un qui fait mettre le téléphone portable de son mari au garage quand il rentre le soir du travail, tellement elle pense qu'elle va avoir un cancer du cerveau à cause du téléphone portable. Donc, des angoisses au travers des technologies NBIC appliquées à la santé, on va en avoir beaucoup. On va en avoir beaucoup, et la biopolitique va devenir un sujet très chaud au XXIe siècle. Le premier sujet très chaud, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il est aujourd'hui possible de séquencer l'ADN des fœtus sans faire d'amniosynthèse, c'est-à-dire sans prélever de liquide autour du fœtus, qui est un acte iatrogène, c'est-à-dire qui entraîne souvent la mort non souhaitée du fœtus, et qui fait que lors du dépistage de la trisomie 21, il y a plus d'enfants non trisomiques qui meurent par un avortement non souhaité à cause d'une piqûre mal placée, d'une hémorragie lors du prélèvement, que d'enfants trisomiques. De surcroît, le dépistage de la trisomie, il est très tardif. Il intervient à une phase où l'avortement pour convenance personnelle n'est plus autorisé, on est très au-delà des 12 semaines. Donc on a une phase où c'est une décision médicale d'interrompre la grossesse. Donc l'amniosynthèse est dangereuse, elle est tardive, il faut l'autorisation du médecin. Et en pratique, aujourd'hui, on regarde juste au microscope les chromosomes pour voir s'il y a un troisième chromosome 21, mais on ne séquence pas. Aujourd'hui, mutation technologique majeure, on peut, entre 5 et 10 semaines, prélever, analyser l'ADN du fœtus par prise de sang maternelle, parce qu'il y a un petit peu d'ADN du fœtus qui passe le placenta
et qui rentrent dans le sang de la mère. Et on peut pas seulement regarder s'il y a un troisième chromosome 21, mais on peut aussi avoir les 3 milliards de paires de bases de l'ADN du fœtus et connaître toutes ses caractéristiques. Et derrière, on peut faire un avortement sans demander l'autorisation du docteur et du curé, parce qu'on est avant 12 semaines. Nous rentrons dans une phase probablement d'eugénisme. C'est l'ère de l'eugénisme 2.0. Alors le mot eugénisme peut faire peur, mais c'est une réalité sociale. 97% des trisomiques en France ne survivent pas au dépistage. Il n'y a qu'un trisomique sur 30 qui survit au dépistage. Sachant ce que nous avons fait sur la trisomie 21, que nous avons quasiment éradiqué, il y a des ados trisomiques, il n'y a presque plus de jeunes enfants trisomiques, il est peu probable que les maladies très graves du cerveau, que les myopathies qui entraînent la mort de l'enfant dans des souffrances terribles à 12 ans vont échapper au séquençage. Il y a probablement beaucoup de maladies d'origine génétique qui vont disparaître dans les 2 à 3 décennies qui viennent. Le sujet passionne les Américains. Que va-t-on faire de ces données? Va-t-on en profiter pour modifier l'espèce humaine? Va-t-on choisir d'avoir des enfants à la carte? C'est des grandes questions. Alors le premier réflexe, c'est de dire que l'enfant à la carte, c'est scandaleux. Est-ce qu'il est plus scandaleux d'avorter parce que l'enfant n'a pas les yeux bleus ou a des caractéristiques intellectuelles qui ne semblent pas terribles? Il risque de ne pas faire Polytechnique, le petit. Est-ce que c'est plus scandaleux moralement que d'avorter au mois de juin en disant « je referai un enfant en octobre » parce qu'en avance, pendant les vacances, ça n'est pas agréable d'être enceinte quand il fait chaud. Y a-t-il une différence de nature? En réalité, il n'y en a pas. Et je vous rappelle que l'avortement est le premier moyen de contraception dans beaucoup de pays, dont les États-Unis d'Amérique, où l'avortement est numéro 1 devant la pilule et devant le stérilet. Et la méthode Ogino, qui est, comme vous savez, d'une efficacité peu redoutable. Le génome mythique arrive. À partir du moment où nous sommes séquencés, il n'est plus possible de ne pas séquencer le conjoint. Nous avons chacun un fardeau génétique récessif, c'est-à-dire une maladie, mais qui n'est que sur un des 2 chromosomes. Donc il y a un gène non atteint de l'autre côté, et donc on n'est pas malade, mais on est porteur dit sain. En moyenne, nous avons entre 3 et 10 maladies dont nous sommes porteurs sains. Moi, j'en ai 3. Je ne vous dirai pas lesquelles. 3 maladies atroces. Absolument atroces. Mais comme vous dans la pièce. Mais bien sûr, ça n'a de conséquence que si le conjoint a les mêmes anomalies. Et dans ce cas-là, il y a un enfant sur 4 qui sera touché. Quand on connaît son fardeau génétique sur les maladies les plus affreuses, on séquence le conjoint. Et moi, à titre personnel, si je devais refaire des enfants maintenant, je séquencerais ma femme. Vous avez vu les psychodrames autour du mariage pour tous, du mariage gay. Brigitte Bardot n'a pas fini d'être bouleversée par la technologie. C'était un trait d'humour. Mais je crois que Brigitte Bardot n'était pas frigide. Enfin, d'après la légende populaire. Je ne suis pas au courant, j'étais un peu jeune à l'époque. Le séquençage des embryons est possible dès aujourd'hui. Dès 2020, on va pouvoir produire une quantité illimitée d'ovules à partir des cellules souches dites IPS. On prend un fibroblaste de la peau et on peut faire un neurone, mais on peut aussi faire un ovule, on peut faire aussi un spermatozoïde. On le fait chez l'animal, on le fera chez l'homme, on pourra le faire, ça ne veut pas dire qu'on l'utilisera forcément, à partir de 2020. Alors,
les associations homosexuelles américaines sont extrêmement friandes, puisqu'il est possible de fabriquer un spermatozoïde, mais aussi à partir d'un ovule, à partir de la même personne. Et ça permet notamment de dire, mon copain, à partir d'une cellule de souche, on lui fait un ovule IPS, ou je prends un spermatozoïde à moi, ou le contraire, et après on va faire un bébé. Donc vous voyez que les questions éthiques vont être considérables derrière toutes ces applications technomédicales. On peut également, derrière une anomalie d'un séquençage d'embryon, on peut faire un avortement, mais on va, à partir de 2018-2020, pouvoir faire une thérapie génique sur l'embryon, c'est-à-dire modifier l'ADN du bébé. Et puis, à l'horizon de la fin du siècle, on estime que l'utérus artificiel va être opérationnel, c'est-à-dire une couveuse qui, au lieu de prendre le bébé à 7 mois, le prend le premier jour. C'est-à-dire une couveuse sophistiquée qui incorporait les technologies du rein artificiel pour gérer les échanges membranaires. Les associations gays américaines réfléchissent beaucoup, et effectivement, ça permettrait de se passer de la mère porteuse, qui est parfois source de complexité quand elle part avec le bébé à la fin. Vous voyez sur cet exemple que les conséquences éthiques et morales de ces technologies-là sont considérables. On ne va pas les rencontrer demain matin, on va les rencontrer progressivement dans les 5 à 20 ans qui viennent et au-delà. Mais derrière, il y a beaucoup d'enjeux éthiques. Deuxième point, une partie de la valeur va partir vers les infomédiaires. Donc tous les algorithmes dont nous parlons, il n'y en a aucun qui est à Bobigny. Ils sont entre la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis. Donc une partie de la valeur médicale va partir. De même que le web a fait partir du pognon du Figaro et de TF1 vers Mountain View, la technomédecine va faire partir du pognon des docteurs européens vers les infomédiaires de la zone Asie-Pacifique. Ce qui va être une source d'appauvrissement. Nous sommes quasiment absents de ces technologies-là, où nous avons quelques confettis qui sont aux grandes entreprises NBIC de la zone Asie-Pacifique ce que Doctissimo est à Facebook ou à Google, c'est-à-dire des nains absolus. Je vous passerai rapidement sur l'application de la longue queue d'Anderson à la médecine, parce que sinon je vais vraiment beaucoup dépasser mon temps. Mais je voudrais dire quelques mots de la fusion de la médecine et de l'IT, et notamment de la génomique. La génomique, c'est un tout petit peu de chimie sur des machines de séquençage qui deviennent de plus en plus banales, et c'est principalement de l'IT. À partir de 2015, les médecins vont être vraiment confrontés à un vrai tsunami génomique, à une vraie tempête digitale. C'est une révolution du IT. Un whole génome ADN, c'est 10 téraoctets, donc 10 000 gigas. On est très au-delà de ce qui est juste concevable pour un docteur. À part 3-4 geeks médecins, mais qui ne courent pas les rues. Car les médecins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont assez technophobes. Ce déluge de data va redistribuer le pouvoir médical. Les médecins n'y sont pas du tout préparés et s'y attendent très peu. Les médecins sont aussi peu préparés à l'arrivée du big data dans leur jardin que Kodak était préparé à l'arrivée de la photo numérique et que le Figaro était préparé à l'arrivée de Google. C'est vous dire. Nous allons passer ainsi d'un système d'organisation de la santé avec un marketing de masse, des stratégies de professionnels vers le soin, des structures décentralisées avec des expertises locales, à une médecine 2.0 avec un marketing ciblé, des analyses centrées sur la biologie moléculaire, des structures centralisées avec des systèmes experts mondiaux, et puis une téléexpertise. Il y a aussi peu de place pour 50 logiciels d'analyse du génome qu'il y a de la place pour 50 moteurs de recherche en matière de web. Ce sont forcément des oligopoles, parce qu'on est dans des systèmes de rendement d'échelle où il ne peut y avoir qu'un oligopole, voire un monopole. Donc, les systèmes experts seront peu nombreux et seront très centralisés. Et seront à l'origine d'un pouvoir de même nature que celui de Google, peut-être d'ailleurs détenu par Google. Tout ceci, c'est une équation redoutable pour les professionnels de santé. Dans la salle, vous vous en foutez, enfin il y a peut-être 2-3 médecins quand même, vous vous en foutez. Pour moi, pauvre maréchal Ferrand du XXIe siècle, en tant que médecin, je suis plus touché.
il est probable que ces évolutions technologiques vont entraîner une marginalisation, un déclassement, une paupérisation du corps médical, une fragmentation, un contournement. Le corps médical n'a pas fini de souffrir. Le système de santé va être rebooté et les professionnels de santé ont du mal à comprendre qu'ils vont devoir outsourcer leur cerveau dans le cloud computing. Déjà, rien que quand on leur énonce ça, ils ne comprennent pas. On peut craindre, en tout cas moi à titre personnel, en tant que professionnel je le crains, que nous soyons les maréchaux ferrants du XXIe siècle. Alors bien sûr, entre toute cette technologie pour geeks et puis la réalité de notre système de santé, il va y avoir des conflits importants. L'introduction de la technomédecine dans cet univers-là ne va pas se faire en 5 minutes, il y aura beaucoup de conflits de pouvoir. Je vais juste dire quelques mots des conséquences économiques. Le déluge de données va bouleverser le monde de l'assurance, puisqu'on va être séquencé avant la naissance, bon, pas nous, mais les générations futures, on va avoir un déplacement de l'identification des risques, avec un transfert des dépenses vers les jeunes. On va avoir une modification complète des règles assurantielles, on va avoir des conséquences psychologiques importantes. On parlait tout à l'heure du patron de Google, qui sait 30 ans avant qu'il va faire un Parkinson, pour lequel il n'y a pas encore de traitement préventif. Les conséquences psychologiques sont significatives, et d'abord, ça pourrait, la génétique, être un instrument, dans un premier temps, à augmenter les ventes de Prozac. On va avoir une explosion des revendications sanitaires. Quand on sera en France 58 772, à savoir qu'on a une mutation du gène LRK2, on va tous les samedis faire un pique-nique devant le ministère de la Santé pour augmenter le budget de la recherche sur le Parkinson. Et il y aura des syndicats de patients. Bien sûr, on va obliger certains dirigeants à déclarer leur génome. Le patron du NIH aux États-Unis, le patron de l'INSERM devront déclarer leur génome, celui de leurs femmes et de leurs enfants, avant de prendre le poste. Quand ils mettront 170 millions d'euros sur la recherche sur le Parkinson, on voudrait être sûr qu'ils n'ont pas dans leur famille une mutation du gène LRK2 et que ça n'est pas intéressé. Le président de la République doit déclarer son génome, son patrimoine. Le patron de l'INSERM doit déclarer son génome. Alors le système français où on a la bobologie aux mutuelles et puis la Sécu rembourse le gros risque ne peut pas fonctionner. On ne peut pas découper un malade en deux à l'ère de la médecine technologique. Qui va être le Google du gène? Alors, première réponse, Google. Peut-être. Cette médecine qui ressemble plus à l'astrophysique et à la physique nucléaire qu'à la médecine qu'on m'a appris quand j'étais jeune chirurgien, elle est profondément troublante pour le corps médical. On découvre 100 000 nouvelles mutations génétiques chaque jour. Vous ne pouvez même pas les lire. Vous êtes forcément dans une logique de système expert. Qui va manager toutes ces datas? Qui va manager les 3 milliards d'ATCG de notre génome? Qui? La réponse est pas les docteurs. Dans le système de santé, 99% des données vont être des données génomiques. C'est un changement absolument radical. Pour vous en tant que patient, pour nous en tant que docteur. La mutation du système de santé va être radicale, il va y avoir des nouveaux intermédiaires, des systèmes experts, un dossier électronique va être nécessaire, il va falloir gérer des concepts comme la longue queue, dire médecin, Amazon, même combat. Et puis, on va avoir une médecine, ce qu'on appelle dite des 4P, c'est-à-dire personnalisée, préventive, proactive, plus participative, qui va être très compliquée à gérer. Et là encore, ça se fera en un certain temps. Quelques mots d'éthique. Par rapport à toutes ces technologies, la première réponse est de dire « mais jamais la société va accepter ». On oublie juste que ce qui semblait hier être la barbarie devient quelques années plus tard la civilisation et qu'on passe du impossible, interdit, inacceptable au souhaitable et parfois même à l'obligatoire. Nos conceptions éthiques sont à géométrie variable.
Au moment du débat sur la pilule, Jeannette Vermege-Thorez, certains sont trop jeunes pour connaître, mais Jeannette Vermege-Thorez était une grande dirigeante du Parti communiste, était la femme du grand Thorez, grand leader du Parti communiste. Au moment du débat sur la pilule, Jeannette Vermege-Thorez avait déclaré une phrase absolument délicieuse. « Jamais le Parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises. 2 points, non à la pilule. » Vous admettrez que le Parti communiste a changé. Sur ce point, ce qui semblait inacceptable au Parti communiste il y a quelques décennies lui semble aujourd'hui normal. Et au-delà de ça, qu'il s'agisse de l'accouchement sans douleur, souvenez-vous que dans les années 50, le pape a menacé d'excommunier les médecins qui donnaient des exercices respiratoires aux femmes. Ben oui, c'est contraire à « tu accoucheras dans la douleur à cause de la pomme ». Ça s'est joué à 2 doigts. Rome a renoncé à excommunier les médecins qui faisaient ça. S'ils avaient su à l'époque qu'on aurait la péridurale aujourd'hui, je pense qu'ils auraient fait une attaque. Au moment de la pilule, on en a dit quelques mots. Au moment de l'IVG, je ne vous fais pas de dessin. La presse s'est déchaînée contre les premières transplantations d'organes. Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein. Au moment de la FIVette, il y avait un sondage qui avait montré qu'une immense majorité des Américains souhaitaient interdire la FIVette. On en fait 100 000 par an en France et il n'y a plus une seule protestation. Il y a eu des manifestations contre les implants cochléaires pour les enfants sourds dans les années 90 en France. Qui s'y oppose? Et sur les implants rétiniens, personne n'a manifesté. Pour les implants cérébraux, pareil, au début ça a choqué, puis ça a été accepté. Et pour la GPA, je ne reviens pas sur Frigide Bardot, mais vous verrez que pour la GPA, on finira par accepter en attendant l'utérus artificiel. Alors, mon point de vue, c'est que nous allons tout accepter technologiquement, parce qu'on va préférer être biologiquement modifié plutôt que mort. Et un point me semble important. Alors, vous êtes tous jeunes dans la salle, moi qui suis un senior. Ma génération est la génération du baby-boom. Alors, la génération du baby-boom a une caractéristique, c'est qu'elle est en train de devenir assez rapidement la génération Alzheimer. Nous remplissons les maisons pour personnes âgées dépendantes assez vite. Et aujourd'hui, en l'absence de traitement convaincant pour l'Alzheimer, la société nous donne un choix extrêmement sympathique, qui est, quand on n'a pas de pognon, la maison pour personnes âgées dépendantes avec 3 changements de couche par jour, et quand on est riche, la MAPAD de luxe avec 6 changements de couche par jour. C'est une alternative qui, en réalité, n'est pas très satisfaisante. Mon sentiment, c'est que ma génération, je ne porte pas de jugement sur la vôtre, qui êtes plus jeune, ma génération dira oui aux cellules souches anti-Alzheimer, oui aux implants cérébraux anti-Alzheimer, oui aux thérapies géniques anti-Alzheimer. Nous préférons être humains modifiés, c'est-à-dire transhumains, plutôt qu'Alzheimer, puis mort. Bref, je pense que nous allons accepter beaucoup de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, et mon sentiment profond, c'est que les lignes rouges éthiques ne tiendront pas et que les lignes rouges sont davantage des lignes maginaux plutôt que des interdits durables. Alors cette médecine de demain, elle va être prédictive, participative. Alors c'est très sympathique, mais la médecine prédictive, comme on l'a dit tout à l'heure, ça pourrait être une médecine au risque du Prozac, car de savoir des dizaines d'années avant qu'on va avoir une maladie grave n'est pas très sympathique. Alors bien sûr, des traitements vont arriver, mais aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand on sait être atteint d'un variant génétique, on n'a pas encore, pathogène, on n'a pas encore le traitement le plus souvent. Donc, par rapport à toutes les informations que nous allons avoir sur notre nature biologique, il va falloir hiérarchiser ces données, les planifier, accompagner le patient, bien sûr le protéger contre les margoulins de la technomédecine. Il y a déjà des gens qui vendent sur Internet des fausses cellules souches. Et il y a un gamin qui est mort à partir pas en France, à partir d'un traitement nanobiotechnologique bidon que ses parents avaient trouvé sur Internet. Nous allons avoir un nouveau pouvoir, en réalité. L'idéologie transhumaniste est en train de s'imposer, c'est-à-dire l'idée selon laquelle nous sommes autorisés à modifier notre nature biologique pour moins souffrir, moins vieillir, moins mourir.
Quand j'étais jeune chirurgien, c'était avant le plan douleur de 1990, nos patrons nous disaient, mais doucement sur la morphine. Les cancéreux, ça doit souffrir. Mais c'est pour ça qu'il y a eu le plan douleur de 90 où on a dit on n'a plus le droit de souffrir. Il y a eu 2 plans antidouleurs lancés par Kouchner à la fin des années 80, début des années 90. On trouvait normal de souffrir un peu. Aujourd'hui, on trouve ça pas normal du tout. Et puis si on vous disait, bon, on va mettre la morphine mais à petite dose pour votre cancer, à métastasé, vous ne l'accepteriez pas. En 85, les malades acceptaient de souffrir quand ils avaient un cancer. Donc, l'État-providence risque de devenir un peu un État liberté, égalité, NBIC. On a vu qu'on est probablement sur un toboggan biotransgressif et que nous allons préférer être transhumains que morts. Et d'ailleurs, nous sommes déjà des transhumains. Avoir un pacemaker, avoir un implant quand on a une maladie de l'œil, d'avoir une prothèse de hanche, c'est déjà être biologiquement modifié. Nous sommes déjà prendre la pilule, c'est déjà être transhumain. Nous sommes déjà avec une petite dose de transhumanité. Mais le meilleur est probablement pour après. Alors, les grands acteurs des technologies NBIC, nous ne sommes pas concernés, il n'y en a aucun en Europe. Donc, nous allons pouvoir observer ce qui se passe et il est peu probable que nous ayons un pouvoir d'influence sur des technologies qui ne sont pas de chez nous. Ce pouvoir transhumaniste, il est centré sur les industriels NBIC, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique, la Chine, les États-Unis, la Corée, pour faire court, les associations de patients et les malades qui pensent, comme on l'a vu, qu'il vaut mieux être transhumain que mort, et puis plus on est malade, plus on pense qu'il vaut mieux être transhumain que mort. Alors les gens en bonne santé disent pas du tout, c'est très mal, il ne faut pas modifier l'espèce humaine, et les malades pensent juste en général le contraire, à part quelques intégristes et philosophes. Les philanthropreneurs, notamment des gens comme Paul Allen, le deuxième actionnaire de Microsoft, qui a fait un programme extraordinaire de séquençage et d'analyse des cellules cérébrales. Et puis les intellectuels transhumanistes, et notamment Ray Kurzweil, qui est le pape du transhumanisme et qui, comme vous le savez, est devenu l'ingénieur en chef de Google depuis 6 mois. Alors Google, on parle de Google. Alors, de penser que le pouvoir NBIC est en partie entre les mains de ses enfants fait parfois peur. Alors ça, c'est le blog de Sergey Brin, quand il a appris en se séquençant qu'il avait ce facteur de risque majeur pour le Parkinson. Ça, vous voyez, c'est la publicité qu'avait fait la filiale génétique de Google, 23andMe. Vous voyez, ce sont les enfants qui, au pied du sapin de Noël, trouvent le séquençage ADN. Et vous voyez les deux gamins qui ont entre 6 et 8 ans, qui sont en train de contempler le kit de séquençage. Les Américains sont très, très boy scouts. Et là, vous avez Ray Kurzweil, donc, qui est le nouvel ingénieur en chef de Google et qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est un fervent supporter des thèses transhumanistes. L'État va probablement devenir schizophrène face à tant de contradictions. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai déjà dépassé mon temps de plus de 10 minutes. Mais ça va être très compliqué à gérer. La biopolitique va être un enjeu compliqué. Là encore, cela ne va pas être un long fleuve tranquille. Et la façon dont l'échiquier biopolitique va s'organiser va être un véritable enjeu. Selon la façon dont nous allons réguler l'utilisation de ces technologies-là, nous allons faire bifurquer l'humanité dans un sens ou dans un autre. D'immenses questions se posent, et les geeks que vous êtes vont être aux premières loges pour traiter de ces sujets-là. Comment faire pour gérer politiquement des tendances exponentielles ? On voit que les industries traditionnelles ont eu du mal à faire face à la loi de Moore. Mais là, il ne s'agit plus de microprocesseurs, mais il s'agit de l'espèce humaine. Comment éviter un déclassement géopolitique si ces technologies se déploient ailleurs que chez nous ? Comment influer sur l'avenir des nanobiotechnologies alors que nous n'y sommes industriellement pas présents ? Comment baliser l'eugénisme et que faire du séquençage des fœtus ? Comment encadrer ce type de pouvoir ? Comment définir une politique du cerveau ? Parce que dans les NBIC, on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous allons pouvoir modifier progressivement notre fonctionnement cérébral. Tout ceci, ce sont des questions absolument fondamentales. En conclusion, je voudrais dire 2 mots. D'abord,
et cela va vous paraître complètement farfelu, on ne peut pas exclure que la première personne qui vivra 1000 ans soit déjà née. Je vais vous expliquer comment. Quelqu'un qui naît aujourd'hui aura 90 ans en 2103, va bénéficier de la technologie de 2020, de 2025, de 2030, de 2040, de 2050, de 2060, 2070, 2080, et aura probablement une espérance de vie supérieure, bien supérieure à 90 ans. Il y aura peut-être déjà une espérance de vie de 150, 180 ans. De quoi atteindre 2200. Puis en 2200, on aura probablement de nouvelles innovations technologiques qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Et ainsi de suite. Il est possible que des gens jeunes aujourd'hui aient déjà une espérance de vie très longue. Bien sûr, nous n'allons pas le savoir tout de suite. Il faudra attendre l'an 3000 pour savoir si la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née, ce qui me permettra de ne pas me faire engueuler si cette prédiction est fausse. Le recul de la mort va-t-il s'accélérer? Alors, j'en ai fait un bouquin, La mort de la mort, mais le sujet est très chaud aux États-Unis, là où il y a un lobby transhumaniste et NBIC fort. Time, il n'y a pas très longtemps, a fait sa couverture sur la perspective d'une immortalité dès le XXIe siècle. Ces sujets vont nous occuper beaucoup dans les décennies qui viennent. Et le XXIe siècle va être le siècle du vertige. Nous allons piloter notre cerveau, nous allons créer de la vie artificielle, nous allons cohabiter avec des formes d'intelligence artificielle de plus en plus subtiles, nous allons manager notre identité biologique, manager notre ADN, sans doute augmenter rapidement notre espérance de vie, quitte à changer l'espèce humaine selon le fantasme transhumaniste. Ce siècle du vertige pourrait peut-être être le prémisse de la vie éternelle ou de la vie très longue, pourrait être le prémisse de la fin de beaucoup de maladies, pourrait être le signal d'une techno-civilisation médicale triomphante, mais si le vertige nihiliste l'emporte, le retour de l'obscurantisme est possible, et le XXIe siècle pourrait ne pas être celui de la vie éternelle débutante, mais pourrait être le retour de l'obscurantisme, comme à Tombouctou cet hiver. Je vous remercie.